Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Philippe ? Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce face-à-face Trump-Harris, parce qu'il raconte quelque chose de l'Amérique quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, alors c'est la plus grande démocratie du monde, mais il faut avoir en tête qu'au tout début de l'histoire, les pères fondateurs, comme on appelle ça les pères fondateurs, ça veut dire John Adams, par exemple, Thomas Jefferson ou George Washington, ne veulent pas de démocratie. Ils en ont peur. Donc ils veulent une république, ce qui est très différent. La démocratie, c'est le peuple qui gouverne et qui délègue son pouvoir à des représentants. Mais les pères fondateurs, ils n'ont pas vraiment envie d'une démocratie parce que, pense-t-il, notamment John Adams, ça se finit toujours mal. Donc ils vont restreindre ce qu'est le corps électoral américain. Et ils vont donc commencer par exclure de la participation publique beaucoup de stéréotypes et de communautés importantes. Ça veut dire quoi ? Évidemment que les Afro-Américains ne voteront pas, les femmes ne voteront pas, les Indiens ne voteront pas, les homosexuels ne voteront pas. Donc en fait, ce sont des hommes blancs propriétaires qui, au départ, font vivre la République américaine, Res Publica. Et toute l'histoire américaine pendant 2 siècles, ça va être d'élargir ce qu'est un Américain. Ça veut dire qu'il va y avoir des combats pour le droit de vote des femmes, le droit de vote des Afro-Américains, etc., etc. 1920, les femmes, la guerre de sécession, évidemment, et puis les droits civiques, Martin Luther King, etc., etc. Et donc, ce que je trouve intéressant avec ce duel aujourd'hui, c'est que Trump se revendique des pères fondateurs, c'est-à-dire l'homme blanc, face à une femme qui est afro-américaine et qui n'est pas mère de famille. C'est-à-dire que dans un fantasme des origines, et qui serait complètement anachronique, mais qu'eux revendiquent, nous avons affaire à 2 visions totalement polarisées de l'Amérique. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que je pense que ça raconte aussi le présent, Jean. Et d'ailleurs, c'est une question qui se pose aux États-Unis, qui se pose en France. C'est-à-dire que ce que je raconte là, ça nous concerne tous. Qu'est-ce que c'est qu'un Français ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon Français, un mauvais Français ? Bien sûr. Et donc là, ça se pose de la même manière aux États-Unis. Et ajouter à ça une dernière notion, c'est qu'en plus, durant cette histoire américaine, souvent est arrivée la question de la virilité américaine. Qu'est-ce que c'est que l'homme américain ? Et ça, c'est vraiment important de l'entendre parce qu'à plusieurs moments de l'histoire américaine, l'homme blanc et sa virilité ont été menacés. Premier exemple, début du XXe siècle, c'est la fin de la conquête de l'Ouest, la fin de la frontière, comme on dit, la fin de l'idéal pionnier. Donc Theodore Roosevelt réinvente une masculinité américaine, celle du chef de guerre, qui a été assez victorieux dans la guerre hispano-américaine, et il va provoquer quelque chose d'assez récent, et sa popularité va être fondée là-dessus au départ, la réinvention de l'homme américain. Prenons notre exemple, Ronald Reagan, élu en 80, mais il est élu dans un contexte très particulier. Il est élu à un moment où les femmes ont investi le marché du travail depuis 10, 20, 30 ans, et donc elles travaillent au moins autant que les hommes. Et que dit Reagan ? En gros, en creux, il dit « America is back », mais pas n'importe quel America. C'est le cow-boy américain, qui est un fantasme aussi d'ailleurs, qui est une sorte de figure mythique. Mais l'acteur de série B de Ronald Reagan va incarner le cow-boy. Il arrive de Californie, c'est le cow-boy américain. Aujourd'hui, Donald Trump, c'est la revanche des hommes. C'est intéressant parce que nous sommes en pleine vague MeToo depuis une dizaine d'années, et voilà un candidat américain qui dit des choses, mais hallucinantes sur les femmes, et il est toujours en place. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que sa base électorale veut la revanche des hommes. C'est une sorte de backlash post-MeToo, Donald Trump. Oui, je pense. C'est une vengeance ? Et la vengeance de Trump parce que humilié à plusieurs reprises par Obama notamment, etc. Mais c'est aussi la vengeance des hommes soi-disant maltraités par cette vague MeToo. Et vous voyez, c'est à nouveau l'homme blanc, l'homme viril, qui du coup est en difficulté face à, je répète, une femme afro-américaine qui n'est pas mère de famille. Donc c'est pas n'importe quel duel. On assiste à un duel qui est vraiment intéressant et assez inédit. Et c'est pour ça que je lui en veux un tout petit peu à Kamala, c'est que je pense qu'elle aurait dû plus argumenter pour fédérer autour d'elle une énergie. Après, je ne me suis pas à sa place. C'est un pays très complexe. Il faut faire attention, c'est de la politique. Mais quand même, il y avait des choses à dire, je trouve, dans cette campagne électorale américaine face à Trump qui incarne. Alors, ajoutons la dimension religieuse. Je parle beaucoup, Jean, je suis désolé. Non, je t'en prie, on est là pour ça, t'inquiète pas. Mais c'est une campagne qui est intéressante pour ça aussi, parce qu'elle fait aussi écho à notre présent. Voilà.
Je disais tout à l'heure que l'histoire de l'Amérique, c'est beaucoup une histoire d'hommes blancs, mais pas seulement. Il y a aussi eu Martin Luther King, Mohamed Ali, Malcolm X. Il y a eu des grandes figures afro-américaines. Quelles sont-elles aujourd'hui, ces grandes figures afro-américaines? Iman? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des figures auxquelles on s'est longtemps accroché, par exemple comme Angela Davis, qui a eu beaucoup d'impact y compris dans notre mythologie à nous en France. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, je parle d'Angela Davis parce que je trouve que c'est typiquement une figure qui a été adoubée, très appréciée, qui maintenant devient bizarrement un peu plus problématique ou qui fait un peu plus débat chez nous. Et je trouve ça très intéressant, les figures américaines qu'on a facilement mis sur un piédestal et qui, à un moment, nous renvoient à tellement de contradictions en France aussi, qu'on a un peu plus de mal à les regarder comme des légendes à part entière ou des icônes à part entière, parce qu'elles nous questionnent trop profondément sur nos paradoxes. Mais voilà. Sébastien, il y a aussi une question importante aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si elle est plus importante aux États-Unis qu'en France, mais c'est les prises de position des artistes. Alors, à chaque fois, ça fait des drames. J'ai vu encore ce matin, en me réveillant, j'ai vu un compte pro-Trump faire la liste des artistes qui ont appelé à voter pour Donald Trump. Il y a des rappeurs, des sportifs de football américain, etc. Elon Musk. Elon Musk, évidemment, l'artiste, l'artiste, le génie. Elon Musk, le génie. Elon Musk, on rigole, mais enfin bref, c'est quand même au cœur de son argumentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est l'écume de la politique? Bon, c'est important dans le sens qu'ils ont beaucoup de followers et donc ça peut avoir une influence, oui, mais en même temps, je trouve que ça peut aussi nourrir la haine des Trumpistes parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils savent ces artistes. Bruce Springsteen qui est multimillionnaire, il n'a pas le même souffrance et le même problème qu'on a nous, les ouvriers de base entre guillemets des États-Unis. Et donc du coup, ils disent c'est pas à leur place de nous dire pour qui voter parce que leur vie ressemble pas du tout aux nôtres. Non, je comprends. Bon, c'est toujours les mêmes critiques. Hein. On a les mêmes en France, effectivement. Des artistes qui prennent position sont critiqués. D'ailleurs, on note qu'en France, de moins en moins d'artistes prennent position. Il y a eu une époque quand même en France où tous les artistes de tout le Gotha parisien signaient des tribunes dans l'IB pour appeler à voter à gauche. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment Bon, je sens dans mon petite échelle, c'est une échelle, une échelle, ma petite échelle, que oui, quand je partage un avis politique, soit français, soit américain, j'ai pas mal de commentaires de gens qui disent reste en tant qu'humoriste, il faut pas donner sa position politique tout le temps. Après, est-ce que je l'écoute ou pas? C'est même moi qui parle de politique, j'ai droit, donc on est pareil. Mais non, c'est sûr que quand tu prends position politique, tout de suite, tu risques aujourd'hui, suite aux réseaux sociaux, et à cause des réseaux sociaux, à recevoir pas mal de messages de haine et plein de gens qui vont plus te suivre parce que tu as pris position qui n'est pas en accord avec ce qu'ils croient eux. On a quand même vu aux États-Unis un certain nombre de stars reprendre position sur des thématiques plutôt que sur des candidats, notamment l'écologie. L'écologie mobilise à Hollywood, mobilise des sportifs, mobilise des artistes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut participer à faire gagner une élection ou est-ce que, encore une fois, c'est trop lointain, c'est trop dépolitisé et dépolitisant? Philippe, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est en effet, c'est à double tranchant parce que si on parle juste des Trumpistes, par exemple, ils sont habités par une pensée magique. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que si Trump est élu, leur vie va changer. Donc leur colère qui est là, qui est prégnante, ou leurs espoirs, elle est liée à un héros qui est Trump. Voilà. Et donc, si tu veux, quand des artistes se mettent à soutenir Kamala, et là je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que c'est vraiment, ça peut être dangereux parce que ça entretient... Ça entretient de toute façon le système est contre nous. Exactement, ouais, parce qu'en fait, vous savez, le populisme c'est ça. Hein. Le populisme c'est considérer que le peuple, we are the people, est malmené, trahi par des élites. Et que du peuple va surgir un sauveur, et parce qu'il vient du peuple, il va renverser la table. Rappelons que Trump, et c'est important dans la dynamique qui est la sienne, incarne le rêve américain. Hein, c'est très important, c'est que beaucoup d'électeurs américains vont voter Trump parce qu'il incarne l'American Dream. Et c'est pas rien, même si il part pas de rien, Donald Trump, mais quand même c'est une ascension énorme. Et donc ça marche très fort chez les électeurs trumpistes. Donc,
entretenir le système, tu vois, ça peut être dangereux, je trouve, et contre-productif pour... Alors, ça peut mobiliser des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas voter, qui n'avaient pas envie de voter, qui peuvent aller voter parce que Taylor Swift leur dit « je vote Kamala ». Et ça peut être efficace. D'ailleurs, Taylor Swift, elle est intéressante parce qu'elle je pense qu'elle est transpartisane, entre guillemets. Donc, elle pèse lourd, je crois. Ouais. Donc, elle peut amener des gens à voter pour Kamala. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on ne l'a pas assez dit, mais je pense que l'élection de ce soir, c'est une élection où les femmes vont compter énormément. Le vote féminin va être prépondérant ce soir, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a un petit spot qui a tourné le week-end dernier où c'est Julia Roberts qui fait la voix off et qui pousse les femmes de conservatives à ne pas voter Trump, mais dans l'isoloir, à voter malgré tout pour Kamala. Et je pense que le vote des femmes, il est prépondérant ce soir, je pense. Il y a quelque chose aussi d'une volonté de Donald Trump de faire campagne auprès des hommes. Et c'est très marqué notamment dans les nombreuses interviews qu'il a fait auprès de youtubeurs. Il est allé volontairement chez des vidéastes qui parlent de moto, qui parlent d'armes à feu, qui parlent de sport, de choses comme ça, en assumant complètement de faire campagne auprès d'un public d'hommes blancs, plus ou moins jeunes, mais d'hommes blancs. Est-ce que Kamala Harris, de son côté, a fait campagne auprès des femmes et des femmes racisées ? Je ne sais pas. Namou, dis-moi. Pour moi, totalement. On le voit pendant ces meetings. Justement, quand on voit plein d'artistes qui s'enchaînent, des artistes qui sont écoutés par une population jeune. Je pense notamment hier soir, son dernier meeting, il y avait Lady Gaga, Katy Perry, Christina Aguilera. Ça a fait écho à toute une génération de jeunes femmes qui ont suivi ces artistes qui incarnent en fait la femme libre, indépendante, forte aux États-Unis. Et donc forcément, c'est un clin d'œil de voir ces artistes soutenir Kamala. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, justement, sur le fait que Kamala n'était pas sur le terrain du discours politique, je pense que justement, en passant par toute cette phase de mème, de culture populaire, en fait, il y a aussi une tentative de s'adresser à un public qui est méfiant en fait envers les canaux d'information traditionnels, qui n'a plus envie en fait d'entendre ce bashing, ils n'ont plus confiance en fait dans ce discours politique. Donc ils ont besoin d'autre chose. Et donc ils vont être plus à même d'écouter des artistes qu'ils admirent, qu'ils suivent. Et le cas de Taylor Swift est très intéressant parce que ça a été, notamment, elle a été élue par le Time Magazine comme étant la personnalité la plus influente en 2023. Et donc, son positionnement sur cette élection était attendu, mais vraiment comme le Messie, quoi, un peu. Et quand elle a enfin donné sachant qu'avant qu'elle donne son positionnement pour l'élection, il y avait l'entourage de Donald Trump qui utilisait l'IA pour représenter Taylor Swift comme étant pro-MAGA, pro-républicain, pro-Trump. Et une fois qu'elle s'est positionnée, il y a eu totalement l'inverse, donc une campagne de dénigrement. Trump qui a tweeté I hate Taylor Swift, je déteste Taylor Swift. Et donc, en fait, il y a une course vraiment à quelle personnalité la plus influente va pouvoir faire peser la balance et attirer en fait ses followers, ses fans à voter. Je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, quand Roosevelt propose le New Deal, c'est un monde qui est extrêmement angoissé, avec des montées d'extrémisme partout en Europe, etc. Et il fait un deal avec la société américaine. Il propose un autre monde. Et dans un monde qui était extrêmement dangereux et compliqué, où il y avait aussi une grande méfiance à l'égard de la politique, une usure sans doute. Et je pense que, voilà, à la fois j'entends très bien ce que tu dis, c'est très juste, mais je pense qu'il manque un New Deal. Je pense qui intégrerait le climat, comme tu évoquais, Jean. Il manque quelque chose d'une incarnation de... Ça fait partie de la plateforme programmatique du Parti démocrate, le Green New Deal. Oui, alors, ou alors c'est un peu passé, je ne sais plus où on en est, mais c'était... Elle a un peu reculé quand même, parce qu'elle sait bien qu'il y a des mesures climatiques qui sont quand même très impopulaires, et qu'elle est en train de gagner une élection. Donc, après, moi je me mets à sa place, ça s'appelle de la politique, hein, donc... Il faut gagner une élection, donc à un moment donné, voilà. Mais le New Deal, tu vois, je pense que c'est intéressant de proposer une société nouvelle aux États-Unis fondée sur
une dignité humaine et une république sociale, en fait. Je pense qu'elle est capable de porter ça, je crois. Je pense que c'est son ADN politique, en fait, au fond. Sébastien, tu retournes souvent aux États-Unis ou pas? J'essaye. T'essayes. Est-ce que tu vois ton pays changer? Enfin, je dis ton pays, pardon, mais... Si, c'est aussi mon pays. C'est aussi je peux réclamer 2 pays. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Donc, oui, non, je trouve que ça a changé. Ça est devenu très cher. Ah ouais, très cher. Non mais c'est important, le pouvoir d'achat. On n'a pas parlé du logement, mais le logement est un enjeu stratégique. Oui, on est pauvres là-bas, les Français. Hein. Donc, je suis allé à un resto à New York et facilement, tu peux dépenser $250 à 4. Oui. Mais, 250 balles. 250 avec taxes et tips et tout ça. Au-delà de ça, oui, ça a changé dans le sens, oui, que ce que je disais tout à l'heure, c'est, je sens plus divisé, effectivement. Le fait que j'ai mes amis qui n'osent pas forcément dire qu'ils votent pour Harris s'ils sentent qu'il y a de trumpistes à côté et vice-versa. Hein. Je pense que c'est tendu dans les deux côtés et cette division, c'est partiellement aussi à cause de l'algorithme, dans le sens qu'on va recevoir sur les réseaux sociaux les articles qui te reconfortent dans ce que tu crois déjà. Et ça crée une division encore plus forte. Et chaque camp a l'impression qu'ils ont la vérité parce qu'ils ont lu que des articles qui renforcent leur point de vue déjà. Donc forcément, ça... Ce qu'on appelle les bulles de filtre, les fameuses bulles de filtre. Et on en parlait tout à l'heure sur le fait d'avoir des amis et des proches qui pensent d'un parti ou d'un autre. Et oui, peut-être que les Trumpiens vivent entre Trumpiens et les démocrates entre démocrates. Et je me souviens d'une proposition provocante de la représentante Marjorie Taylor Greene, parmi les plus radicales du Parti républicain, qui proposait carrément une nouvelle sécession aux États-Unis. En disant, après tout, il y a les Red States et les Blue States, on n'est pas obligé de rester ensemble. Bon, alors après, elle est partie dans un délire comme quoi, dans les Blue States, les démocrates n'auraient pas le droit de voter, ou l'inverse. Oui, bon, bref, c'est un truc fasciste au possible, mais l'idée même qu'une personnalité publique puisse proposer dans le débat public l'idée d'une séparation de la nation... Mais aussi, j'ai l'impression que le média en profite de cette division. Je ne pense pas qu'on est aussi divisé que ça. C'est le fait de regarder les infos et regarder les réseaux sociaux tout le temps. On a l'impression que ça va plus mal que la vérité. C'est-à-dire que si tu vas parler face à face à quelqu'un qui n'a pas la même position politique, tu vas avoir conscience assez rapidement qu'il y a plus de choses en commun que l'inverse, quoi. Et on peut dire aussi, en étant un peu optimiste, c'est que cette démocratie, elle a su pendant 2 siècles tout le temps se réinventer, y compris dans des crises les plus graves. Il y a une guerre de sécession, une guerre civile. On peut multiplier les exemples, mais il y a une plasticité de ce régime américain qui fait qu'elle a toujours su, cette constitution, s'adapter, se réinventer. Donc là, on est à un moment où on sent qu'on est un peu perdu, mais moi, je pense qu'elle a des ressources pour aussi réinventer un horizon. La grande particularité, effectivement, de l'histoire constitutionnelle américaine, c'est qu'ils ont connu que ce régime-là. Oui. Nous, bon, voilà. Bien sûr, on a eu un 19e siècle. Exactement. Il s'est passé 2-3 trucs, mais on n'a pas la même façon d'avancer. Je suis d'accord avec toi. Et cette plasticité, on la retrouve avec le vote des amendements, avec les revirements jurisprudentiels, avec simplement des phénomènes électoraux aussi. Donc, intéressant à suivre.